Ok. Bonsoir. C'est bon Alex, on m'entend? Eh bien c'est parti. Alors ça fait... alors là, ouais, vous m'avez reconnu à droite. Hein. Hop, on va partir là-dessus. Donc ça fait plus de 40 ans que je fais du dev. Et je me forme à peu près en permanence. Ce qui fait que jusqu'à il y a peu de temps, je me posais aucun problème, aucune question sur mon employabilité. Et puis, depuis 2 ans environ, j'ai vu comme tout le monde arriver les IA génératives. Et j'ai vu des collègues se mettre à générer du code avec ça. Moi, je les utilisais ponctuellement pour résoudre des problèmes sur lesquels je butais, où je ne trouvais pas la solution par d'autres moyens dont j'avais l'habitude. Et j'ai commencé vraiment à me demander, mais est-ce que je suis pas en train de devenir obsolète? Est-ce que ma réticence à utiliser ces outils pour générer du code, ça va pas faire de moi un développeur du passé? Jusqu'au début de cette année où là j'ai regardé un reportage qui a fait un déclic et je me suis renseigné beaucoup et j'en suis arrivé à la conclusion que finalement c'était peut-être pas une si mauvaise idée que de se passer de ce genre d'outils. Donc je vais vous expliquer pourquoi je pense aujourd'hui c'est pas une bonne idée d'utiliser ces IA. Donc petit disclaimer, cette présentation elle est à charge. Je vais parler que des aspects négatifs parce qu'il y a déjà énormément de monde qui parle des aspects positifs et bien souvent sans aucune retenue, sans aucun recul. Donc voilà, j'assume complètement ce fait. Le premier type d'inconvénient, je pense que vous en avez tous entendu parler, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, c'est l'impact environnemental de ces IA. Donc quand je dis IA, il faudra comprendre IA générative, LLM, ChatGPT et consorts. Voilà. Je ne le répéterai pas à chaque fois, donc ce sera les IA, c'est les IA génératives. Et donc elles ont un impact environnemental qui est considérable, comme on va le voir. Alors pourtant, les géants du web, les GAFAM, ont un discours extrêmement rassurant sur leur empreinte carbone. Donc Amazon, par exemple, nous dit nous, on sera neutre en carbone en 2040. Super. Google dit nous, on l'est depuis 2007 déjà. Encore mieux. Et les plus forts, c'est Microsoft, qui dit à partir de 2030, c'est-à-dire dans 5 ans, nous, on va retirer plus de carbone de l'atmosphère pour pas en émettre. Bon, dans quelques temps, ce genre de discours va être interdit par la loi européenne. Hein. Ils vont arrêter de raconter des bobards comme ça va être terminé. Alors pourquoi je vous dis que c'est des bobards? C'est parce que il y a des gens, par exemple, comme le Financial Times, qui ont étudié les rapports environnementaux, entre guillemets, des GAFAM. Et ils se sont rendus compte que leur discours était un petit peu... Ah pardon, on va passer à la suite. Hop. Leur discours était un petit peu optimiste. C'est-à-dire qu'ils communiquent sur les chiffres qui sont représentés par les lignes en rouge ici. Ça, c'est... sur les lignes bleues. Et les chiffres représentés en bleu, donc, ce sont les émissions compensées. Les émissions de carbone réelles, en tout cas celles que déclarent les GAFAM, c'est celles qui sont en rouge. Donc vous voyez qu'il y a un écart significatif entre les deux, et qu'en plus cet écart il va en s'accroissant. Et ces chiffres-là, en plus, ils datent pour les plus récents de 2023. On n'a pas ceux de 2024. Or, avec l'avènement des IA génératives, on peut supposer que l'écart s'est encore accentué, la courbe a monté significativement. Alors on peut le supposer parce que déjà, les GAFAM, certains d'entre eux nous ont dit « Ah, en fait, nos objectifs, on les a pas tenus pour l'instant, donc
quelque part, il est peu probable qu'ils les tiennent pour la suite. En réalité, ils ont déjà eu une augmentation assez significative de leurs émissions, qui n'est pas du tout compatible avec ce qu'ils avaient annoncé. Donc ça, ces chiffres-là, c'est le Financial Times, donc c'est pas spécialement un repère d'écolo, hein. C'est eux qui ont retrouvé ça dans les rapports des GAFA. Et ça a été confirmé par Guardian, qui a regardé et qui a dit, en fait, ils émettent 8 fois plus en moyenne que ce qu'ils racontent. Parce que ils disent, oui, ok, on achète des énergies renouvelables, mais ils les achètent à un endroit qui n'est pas celui où est implanté leur data center, où sont implantés leurs data centers. Donc forcément, là où il y a les data centers, ils achètent les énergies locales qui peuvent être très polluantes, du charbon par exemple, produites à base de charbon plus exactement. Et même s'ils achètent de l'énergie produite par des éoliennes ou des panneaux solaires à l'autre bout du pays, les émissions des centrales à charbon, elles sont là. Et en plus, avec les IA, il y a beaucoup de vieilles centrales qui ont été redémarrées ou dont l'arrêt a été retardé. Des centrales, évidemment, parmi les plus polluantes. Et malheureusement, ça ne va pas s'arranger parce que les émissions vont tripler d'ici la fin de la décennie. Elles vont passer, à cause de l'IA, de 200 à 600 millions de tonnes. Et les émissions juste liées à l'IA, d'aujourd'hui à la fin de la décennie, donc d'aujourd'hui à 2030, ça va représenter 40% de ce qu'émettent les États-Unis en un an. Les États-Unis, je vous rappelle, c'est le deuxième plus gros pollueur mondial, juste derrière la Chine. Donc 40% de ce qu'ils émettent en un an, c'est absolument considérable, parce qu'ils émettent vraiment beaucoup plus que la plupart des autres pays. Et là encore, c'est pas Greenpeace qui nous raconte ça, c'était dans un rapport de Morgan Stanley, une des grosses banques américaines, un rapport qu'ils ont envoyé à leurs clients il y a quelques mois. Et ça s'arrête pas là, parce que les data centers, ça consomme de l'eau. Ça consomme de l'eau parce qu'il faut refroidir les GPU. Quand vous posez des questions à ChatGPT, quelques dizaines de questions, ça représente un demi-litre d'eau. Un demi-litre d'eau, c'est pas grand-chose. Sauf quand vous appelez OpenAI et que vous avez 100 millions d'utilisateurs quotidiens, là, ça commence à faire des quantités importantes. Là, je vous parle de l'utilisation, donc de l'inférence. Maintenant, il y a aussi l'entraînement. L'entraînement, c'est coûteux. Alors, on a une estimation pour l'entraînement de GPT-3, c'est la seule que j'ai trouvée pour l'instant. 700 000 litres d'eau rien que pour entraîner un moteur. Et des entraînements, il y en a tous les jours, malheureusement. Et OpenAI n'est pas le seul à en faire, bien sûr. Ça, c'est des chiffres qui viennent du Washington Post, qui citaient des chercheurs qui disent, voilà, un data center, en gros, ça consomme entre 4 et 19 millions de litres d'eau par jour. Donc, je sais pas, ça me paraît considérable. Et il y a un autre groupe de chercheurs qui a estimé que la consommation d'eau liée à l'IA, d'ici 1 an et demi, 2 ans, elle serait supérieure à celle d'un pays comme le Danemark. Alors vous allez me dire, à l'échelle de la planète, c'est peut-être pas si important que ça, c'est peut-être pas si grave que ça. Sauf que l'eau en question, c'est de l'eau potable. C'est de l'eau potable parce que les data centers, on les implante loin des rives, loin des rivages, loin de la mer. On n'utilise pas de l'eau de mer parce que ça oxyderait le matériel. Donc c'est aussi pour ça, pour éviter l'oxydation, qu'on va mettre les data centers en général dans des régions sèches. Donc que ce soit Google ou Microsoft, Amazon, etc., ils installent leurs data centers dans des régions où il y a déjà des problèmes en eau. Par exemple, en Europe, la région qui accueille le plus de data centers en ce moment, c'est l'Espagne. C'est un pays qui est déjà en situation de stress hydrique. Et en particulier, Amazon et Google ont annoncé des investissements dans la région d'Aragon, au nord de l'Espagne. Donc Microsoft a dit, nous, on va investir 2,2 milliards de dollars pour construire un ou plusieurs data centers à Aragon. C'est en début d'année, je crois. 2 milliards d'euros.
Amazon, eux, ils ont dit, nous, on va investir 15 milliards. Et on va construire 3 data centers géants dans la même région. Ils ont déjà 3 data centers dans ce coin-là d'Amazon. Avec leurs 6 data centers réunis, ils vont consommer chaque année l'équivalent de 200 piscines olympiques en eau, juste pour refroidir les data centers. On ne parle pas de l'eau qui est utilisée pour produire l'énergie qui va les alimenter. Parce que la consommation d'énergie de ces data centers, elle va être colossale. Rien que les 3 nouveaux data centers d'Amazon vont doubler, ils vont consommer plus à eux 3 réunis que toute la région à l'heure actuelle, avec ses data centers, sa population, son industrie, etc. Donc c'est absolument énorme. J'ai vu quelques images, alors pour vous donner une idée des conséquences que ça peut avoir, j'ai vu des images d'un reportage aux États-Unis où une dame montrait ce qui se passait chez elle depuis qu'un Meta avait installé un data center juste à côté de chez elle. En fait, quand elle ouvrait son robinet, il y avait une eau marron qui coulait, qui était absolument impropre à la consommation. La chasse d'eau, elle marchait plus, il n'y avait plus assez de pression, et ainsi de suite. Donc, ils n'avaient plus d'eau dans leur maison parce qu'il y avait un data center qui s'est installé près de chez eux. Voilà le genre de problème qui résulte de la multiplication des data centers. Et c'est encore pas fini sur l'impact environnemental, parce que si vous vous intéressez un petit peu au Green IT, si vous avez vu une ou deux confs sur le sujet ces dernières années, vous savez que ce qui a le plus d'impact, c'est la fabrication du matériel. Or, dans les data centers, alors déjà les data centers eux-mêmes, c'est les gros immeubles en béton, il y a une infrastructure, etc. Et dans les data centers, il y a surtout des GPU, et il peut y en avoir énormément. Elon Musk, le 2 septembre dernier, a communiqué sur le fait que xAI, donc sa boîte chargée de développer Grok, notamment l'IA de Musk, xAI venait de mettre en service un nouveau data center avec 100 000 GPU. 100 000. J'imaginais pas qu'on pouvait en avoir autant, c'est considérable. Et comme c'était pas assez, au mois de décembre, ils ont annoncé qu'ils avaient doublé ce nombre. Ils en ont mis 200 000 dans un seul data center. Et c'est le premier d'une série qu'ils vont construire. Et ces GPU, ça va faire comme pour la crypto-monnaie, elles vont s'user, il va falloir les renouveler régulièrement. Avec tous les impacts que ça a, donc l'extraction de minerais, qui est un processus extrêmement polluant. Quand on veut avoir 1 kilo de minerai qui est extrait du sol, donc on va le laver avec de l'eau et des produits chimiques très polluants, genre du chlore, des choses comme ça. Donc on met plusieurs milliers de litres d'eau pour avoir 1 kilo de minerai. Donc globalement, on a un impact environnemental qui est colossal et qui va aller en s'accroissant. Et c'est pas le seul type d'impact, comme on va le voir. Donc il y a un deuxième type d'impact, c'est sur ce que j'ai appelé le web ouvert, tous les sites qui sont pas protégés par des firewalls, par des walled gardens, et des accès payants et autres. Il y a 2 mois, il y a un gars qui s'appelle Drew DeWalt qui a publié un article de blog dans lequel il disait « Arrêtez d'externaliser vos coûts sur moi ». Et il s'adressait évidemment aux patrons de la big tech, à tous ceux qui sont en train de créer des IA et de les entraîner aujourd'hui. Alors pourquoi il dit ça? C'est parce que depuis quelque temps, il passe son temps, alors entre 1/5 et la totalité de ses journées, à régler des problèmes liés aux crawlers d'IA. Donc ces programmes qui viennent aspirer le contenu des sites pour alimenter les moteurs d'IA et leur permettre de s'entraîner. Et donc le souci avec ça, c'est que les crawlers en question utilisent absolument toute la bande passante disponible, toutes les connexions disponibles, ne respectent aucune bonne pratique habituelle. Donc par exemple, ils ne tiennent pas compte des fichiers robots.txt qu'on peut mettre à la racine d'un site pour dire cette URL-là, faut pas y aller.
Là, lui, il constatait que en hébergeant, il héberge des services de type Git, par exemple, hein, c'est des services pour développeurs qu'il héberge. Donc il a une porte de Git, et les crawlers d'IA, ils vont faire des Git blame, et récupérer des données qui, de mon point de vue, absolument aucun intérêt. Je vois pas à quoi ça peut servir pour entraîner une IA, mais en tout cas, ils vont récupérer ces données, alors que c'est très coûteux côté serveur. Et ce qu'il a constaté aussi, c'est que la récupération des données, elle était hyper fréquente. Toutes les 6 heures, données. Il n'y a pas de raison de revenir toutes les 6 heures. Les moteurs de recherche, ils ne reviennent pas aussi souvent, à part peut-être pour quelques sites qui sont mis à jour très fréquemment, ils ne reviennent pas toutes les 6 heures. Et ce qui est embêtant, c'est que tous les gens qu'il connaît, et qui font le même métier que lui, ont fait le même constat. Ils subissent tous des formes de déni de service sur leur site. Ils n'arrivent plus à satisfaire leurs utilisateurs à cause des crawlers d'IA. Alors, depuis, on commence à avoir quelques solutions pour contrer ça, mais c'est pas un problème facile. Donc, il y a un outil qui est déployé pas mal qui s'appelle Anubis. C'est une sorte de river proxy qui va protéger les IA. Et quelque chose que Drodovolt évoquait pas, peut-être parce qu'à l'époque on le savait pas encore, c'est que pourquoi les crawlers en question sont aussi difficiles à arrêter. C'est parce qu'ils changent sans arrêt d'adresse IP, de user agent, etc. Et une des raisons, c'est qu'il y a un des outils qui est utilisé pour ça, c'est un module qu'on intègre dans les applis mobiles. Il y a des gens qui développent des modules qu'ils présentent comme des modules de partage de bande passante, et ils vont payer des développeurs d'applications mobiles pour qu'ils intègrent ces modules dans leurs applis, parfois à l'insu du client final qui avait commandé le développement de l'application. Et donc ces modules, quand vous n'utilisez pas votre téléphone, ils vont utiliser sa bande passante pour aller télécharger des données. Donc c'est ça que Drodovolt essayait de stopper. Et ils vont ensuite transférer ces données vers les serveurs des GAFAM et autres. Donc je ne dis pas qu'ils utilisent ça systématiquement, mais certains utilisent ça, et ça explique pourquoi il y a autant de téléchargements simultanés, d'autant d'IP différentes, avec des user agents différents, etc. Alors tout ça, ça a des conséquences. Derrière, il y a des utilisateurs légitimes des sites web qui sont impactés. Par exemple, Internet Archive a expliqué on ne peut plus faire de snapshot du site MIT Press, bien qu'il soit super intéressant. On ne peut plus en faire, ils les ont bloqués à cause des crawlers d'IA. Donc ça fait autant d'informations en moins pour nous autres humains. La fondation Wikimedia a également dit « Nous aussi, on est impactés, on a constaté des problèmes ». Donc ce qu'ils ont constaté, c'est que leur base d'images et de vidéos, qui est considérable, c'est la plus grosse du web, d'après ce qu'ils disaient, une des plus grosses en tout cas, cette base, elle est sollicitée par des crawlers de façon intensive, là aussi, et ça a fait augmenter de 50% le trafic depuis le début de l'année dernière. Et là encore, ça a des coûts et ça a des impacts. Ça a un impact parce qu'ils disent on ne va pas être capable d'assumer les pics de charge quand il y a un événement qui fait que de nombreuses personnes veulent consulter une information précise. On ne va pas arriver à suivre parce qu'on a déjà trop de bande passante qui est utilisée par ces bots. Et ça, je vais en reparler après plutôt. Voilà. Donc, on a cet impact sur le web ouvert là, qui est un peu perturbant, un peu gênant. Et il y a un troisième problème, c'est la qualité du contenu généré par ces IA génératives. Donc il y a des chercheurs anglais qui ont fait une méta-étude sur des études scientifiques qui portaient sur la médecine. Et, ils ont constaté que le nombre d'études médicales de mauvaise qualité qui étaient soumises
pour revue par des pairs, ce nombre avait complètement explosé. Il était passé de 4 en 2019 à 190, rien que pour les 10 premiers mois de 2024. Donc 4 à 2019, voilà. Et comment ils identifient ces études de mauvaise qualité? Ils disent, en fait, les causes, les études en question attribuent une maladie, un problème médical à une cause unique. Alors qu'en général, c'est multifactoriel. C'est très rare qu'il y ait une cause unique. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent à les repérer. Et le problème, c'est que pendant que les gens passent en revue ces pseudo-études scientifiques, qui sont de mauvaise qualité, alors qu'ils les éliminent, elles ne vont pas passer. Mais pendant qu'ils les passent en revue, ils ne regardent pas les études qui sont légitimes, qui ont été faites avec sérieux. Donc globalement, ce que disent ces chercheurs, c'est que ça fait baisser la science parce qu'on fait perdre du temps aux chercheurs. Vous connaissez peut-être le terme SLOP. Le SLOP, en fait, c'est les contenus de mauvaise qualité générés par les IA. On peut retrouver sur certains sites. Alors, je sais pas pour vous, moi, à qui c'est déjà arrivé de tomber sur un site dont le contenu a aucun sens. Vous lisez ça, voilà, donc là je vois pas mal de mains qui se lèvent. Vous lisez ça, vous dites mais c'est pas possible, qui a rédigé ce truc, c'est une mauvaise traduction, ou ça veut rien dire. Et donc c'est un problème parce qu'il y a de plus en plus de sites comme ça. Or, pour entraîner les IA, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher du contenu sur Internet. Et à un point tel qu'ils vont chercher absolument tout ce qui est accessible sur Internet. De façon légale ou pas d'ailleurs. Et certains chercheurs ont étudié ce qui pouvait se passer quand on fournissait du contenu de mauvaise qualité à une IA pour l'entraîner. Du contenu qui avait déjà été généré par une IA. Et ils ont pu théoriser un problème qu'ils ont appelé l'effondrement de modèle collapse, où ils disent, en fait, très rapidement, ça se dégrade. Il y a une phase, alors c'est pas immédiat, il y a une phase où ça passe inaperçu, et puis après, ça va s'accélérer. Voilà. Alors il n'y a pas unanimité là-dessus, il y a des gens qui disent non, c'est pas vrai, on fait attention. J'ai entendu une interview comme ça, quelqu'un qui disait on fait très attention à la qualité des données, on va les filtrer, on emploie différentes techniques pour éviter ça. Bon, c'était une data scientist qui bossait pour Mistral, donc je me dis elle était peut-être pas complètement neutre dans cette affaire. Je sais pas, moi, mais ça me paraît pas délirant de dire que ça va poser des problèmes si on entraîne des IA avec des contenus comme ça. Donc cette data scientist disait, on watermark les contenus qu'on génère et pour éviter de réentraîner nos modèles dessus. Je me dis, ok, ça marche sans doute, mais est-ce que tu watermark aussi les contenus de tes concurrents? Je pense pas. Sinon, ça serait bien pratique pour beaucoup de monde. On pourrait détecter facilement les contenus générés par les IA, et aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, il y aura peut-être un problème avec ça, un de ces quatre. Alors, toujours dans les contenus de mauvaise qualité, je reviens quelques slides en arrière, il y a des faux rapports concernant des failles de sécurité qui sont générés ces derniers temps. Donc il y en a un qui a fait un peu de bruit, c'était à propos de Curl. Donc là, Curl, le projet open source, ils ont détecté tout de suite que ça allait pas, et ils n'en ont pas tenu compte, ils ont pris des mesures pour éviter que ça se reproduise. Mais c'est pas le cas de tout le monde, et il y a notamment des programmes de bug bounty. Alors bug bounty, ça parle peut-être pas à certains d'entre vous, c'est des programmes où on rémunère quelqu'un qui révèle une faille de sécurité dans son propre logiciel. Enfin, dans le logiciel de la personne qui organise le bug bounty. Et donc les chercheurs en sécurité se font payer comme ça. Et ces derniers mois, donc les gens qui organisent des bug bounty ou qui gèrent des logiciels qui utilisent ce genre de service ont constaté qu'on leur soumettait des rapports de failles de sécurité qui des fois étaient absolument complètement farfelus. Ils décrivaient des failles qui n'existaient pas, ils faisaient référence pour les logiciels open source à des lignes de code qui n'existaient pas dans le code en question, etc.
Et en fait, c'est une arnaque, hein. Le but, c'est pour les gens qui génèrent ce genre de rapport, c'est d'essayer de se faire rémunérer, d'obtenir la récompense parce qu'ils auraient soumis une faille de sécurité. Et ça marche dans certains cas parce que les gens qui sont en face n'ont pas toujours le temps ou les compétences disponibles immédiatement pour analyser le rapport et dire il est pertinent ou pas. Ou des fois, ils veulent juste pas prendre le risque de laisser passer une faille qui aurait un impact fort sur leur image, sur leurs clients, etc. Donc là, c'est un peu différent, mais c'est un usage malveillant des IA. Alors maintenant, je vais passer à un quatrième type d'impact qui devrait concerner la plupart d'entre vous, puisque c'est l'impact quand on est développeur. Pour ma part, j'ai toujours dit, enfin depuis longtemps en tout cas, je dis que notre métier de développeur, c'est un métier de la connaissance. On est beaucoup plus efficace pour faire quelque chose si on l'a déjà fait auparavant. Si on sait comment ça se fait, on ira bien plus vite la deuxième ou la troisième fois que la première. Or, le problème avec les IA, c'est qu'on n'apprend pas. On va se baser sur les réponses, mais on ne va pas faire d'efforts pour chercher les réponses en question. C'est l'IA qui va les générer. Or, pour apprendre quelque chose, il faut faire un effort intellectuel. En tout cas, on retiendra beaucoup plus de choses si on fait un effort. Sur ce que je vous raconte ce soir, par exemple, vous allez en retenir une petite partie parce que vous faites que m'écouter, vous êtes relativement passif. Maintenant, si vous vouliez retenir un peu plus, vous pourriez par exemple prendre des notes, ou mieux encore, prendre des notes mais en reformulant ce que je raconte. Et là, vous retiendrez plus que si vous faites juste de la prise de notes simple, si vous vous contentiez de recopier ce que je raconte, en gros. Donc c'est le principe du sketchnoting, qui nous oblige à réfléchir à comment on va représenter ce que dit l'orateur. Et celui qui va retenir le plus de choses de cette soirée, c'est moi. Parce que moi, j'ai travaillé beaucoup, j'ai fait beaucoup d'efforts pour mettre en forme ce contenu, pour le rechercher, le mettre en forme, etc. Donc plus on fait d'efforts, plus on retient. Et avec les IA, on fait plus d'efforts, c'est elle qui fait le boulot à notre place. Donc on retient beaucoup moins, et ça, c'est gênant pour un développeur, je pense. C'est même très gênant. Alors ce qu'on entend dire souvent, c'est que les IA peuvent remplacer les développeurs juniors, et que ça pose aussi des problèmes à ces développeurs de les utiliser. Donc les développeurs juniors, a priori, n'ont pas la compétence, l'expérience qui leur permettrait d'identifier, tiens, dans ce code généré par l'IA, il y a un problème, il y a un cas d'erreur qui n'est pas traité, il y a une faille de sécurité, des choses comme ça. Et donc, on estime que les développeurs seniors, eux, auront cette compétence-là et pas de problème. Ce qui est gênant là-dedans aussi, ce qui est gênant, c'est que a priori, les jeunes, les jeunes utilisent énormément les IA. J'ai discuté il y a 2 mois, non même pas, c'était début avril, avec une jeune fille, une jeune femme là, qui commence sa carrière de développeuse. Elle a dû être diplômée au mois de juin dernier, je pense. Et elle me disait, en master 1 et 2, j'étais la seule de ma promo à ne pas utiliser une IA générative pour tout. Donc moi, ça me fait un peu peur. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont appris, ces jeunes, et qu'est-ce que ça va donner pour leur carrière? Je suis assez inquiet. En tout cas, j'y regarderai 2 fois avant de les recruter. Un autre truc aussi qui est par rapport aux juniors, c'est qu'en ce moment, on en recrute beaucoup moins, globalement. Il y a un des responsables de LinkedIn qui a publié un article hier dans lequel il disait, par rapport à 2022, on recrute 30% de juniors en moins, globalement. Enfin, il y a 30% de recrutement de juniors en moins aujourd'hui par rapport à 2022. C'était pas juste le recrutement de LinkedIn, c'était tout recrutement confondu.
Donc il y a un discours général, général, de beaucoup de chefs d'entreprise qui se disent aujourd'hui on va remplacer des juniors par des IA génératives. Ou on va pas avoir besoin de recruter de juniors parce que les développeurs seniors vont être plus efficaces grâce aux IA génératives. Alors ok, très bien, mais qui vont être les seniors dans quelques années si on recrute plus de juniors et si on les forme pas? Je pense que ça va pas durer longtemps cette histoire. Euh, et puis, bon, vous êtes peut-être, vous qui êtes dans la salle, assez expérimenté pour certains d'entre vous, mais dans quelques années, si vous utilisez des IA génératives pour à peu près tout, vous allez vous retrouver dans la position des développeurs juniors d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous n'allez pas apprendre, vous êtes peut-être efficace, expérimenté sur les technos que vous utilisez aujourd'hui, mais si vous vous reposez trop sur des IA génératives, pour les nouvelles technos, vous n'allez pas acquérir l'expérience sur ces nouvelles technos, ou en tout cas pas aussi bien que en faisant tout à la main, on va dire. Et donc, dans quelques années, vous allez être des juniors à nouveau, peut-être. Donc ça, c'est un petit souci, je pense aussi. Alors, c'est un souci. Ouais. C'est un souci parce que les promesses des IA aussi sont peut-être pas sont peut-être pas tenues. Je sais pas si vous connaissez Dora. Dora, c'est un groupe de recherche au sein de Google. C'est eux qui ont publié il y a quelques années un livre qui s'appelle Accelerate. Accelerate, c'est devenu un standard un petit peu aujourd'hui, c'est un livre de référence. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une grosse étude scientifique, la première du genre. Ils ont interrogé près de 20 000 personnes dans la tech sur leurs pratiques. Et ils ont établi des liens entre les pratiques de développement et puis la performance des équipes de développement logiciel. Ils en ont déduit des métriques qu'on emploie régulièrement pour certains aujourd'hui, donc en disant les équipes les plus performantes vont avoir une fréquence de déploiement plus élevée, ils vont avoir moins souvent de bugs en prod, quand il y aura des bugs en prod, ils vont mettre moins de temps à les corriger, etc. Et donc, ils ont pu catégoriser un peu les entreprises comme ça. Et identifier les pratiques qui permettaient d'atteindre des métriques avec des bons scores, on va dire. Par exemple, être capable de faire des livraisons tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et ces gens-là se sont intéressés récemment à l'IA et ils ont publié un nouveau rapport sur ce sujet. Et dedans, on trouve des chiffres qui, moi, m'ont interpellé. Alors, il y a plein de choses positives, comme d'habitude, mais il y a aussi des chiffres qui, moi, m'ont vraiment interpellé. Ils disent, quand on utilise l'IA un quart de son temps pour coder, on gagne 2% en productivité. Alors, je sais pas, moi, vu tous les discours que j'entends sur LinkedIn et compagnie, ou dans les interviews des patrons de la Big Tech, je m'attendais à nettement plus. 2%, c'est pas grand-chose. Et puis, ils nous disent aussi, les livraisons, le débit, la fréquence à laquelle on livre, elle baisse. 1,5%, c'est pas beaucoup, mais là aussi, moi, je m'attendais à mieux, quoi. Je m'attendais à une accélération, puisque les IA sont censés nous augmenter fortement la productivité des développeurs. Et ce qui est le plus gênant, c'est que les problèmes en production, eux, ils augmentent de 7%. Donc vous augmentez de 25% l'usage de l'IA, vous augmentez les problèmes en prod de 7%. 50% d'IA, 14% de problèmes, etc. Alors vous, je sais pas, mais moi, le problème en prod, c'est le truc que j'aime le moins dans mon métier. Je préfère quand il n'y en a pas, que ça roule tout seul, et puis que je peux continuer à développer des fonctionnalités nouvelles ou améliorer la qualité de la base de code ou des choses comme ça. C'est pas le truc le plus sympa que de devoir rester plus tard le soir ou être dérangé le week-end parce qu'il y a un problème avec la prod. Donc voilà, ça c'est du retour d'expérience, c'est les gens de chez Dora qui ont interrogé énormément de monde
et qui en ont déduit ça. Ça vient de chez Google. Google, c'est un des gros promoteurs de l'IA aujourd'hui, donc c'est assez surprenant et dérangeant parce que c'est pas du tout le discours dominant, on va dire. Alors c'est peut-être parce que le problème des IA, c'est qu'elles résolvent pas le bon problème, en fait. Elles résolvent pas le bon problème. Alors c'est un poncif du genre, j'ai cité Ken Beck parce que je trouvais que je lisais un de ses bouquins récemment, mais voilà, c'est un truc connu et on a dit et redit, on passe plus de temps à comprendre le code qu'à l'écrire. Donc les IA finalement résolvent pas vraiment le bon problème en faisant de la génération de code. Il y en a un autre qui a fait un peu de buzz, c'est un développeur qui s'appelle Namanieh, je sais pas si ça se prononce comme ça, j'en ai aucune idée. Donc il a écrit au mois d'avril un article qui a fait du buzz, dans lequel il disait bah, moi je suis développeur, j'utilise des IA de façon permanente, on va dire, pour générer du code. Il code avec un IDE qui s'appelle Cursor, qui est basé sur une IA. Et il expliquait qu'un jour, Cursor était tombé en panne, les serveurs répondaient plus, et donc il s'est retrouvé bloqué. Et là, il n'a même pas essayé de résoudre les problèmes comme il le faisait auparavant, sans avoir d'IA pour l'assister. Il était juste frustré, il attendait que ça redémarre. Il expliquait qu'en fait, il avait remplacé la satisfaction intellectuelle du fait de trouver une solution par la frustration qu'il avait quand l'IA lui fournissait pas une réponse en moins de 5 minutes. Et il expliquait aussi que quand il a un problème, il cherche même plus à comprendre maintenant. Il voit un message d'erreur, il y a du rouge, il lit même pas, il copie-colle ça dans le chat, l'IA lui génère une solution, il l'accepte. Si ça marche pas, il donne quelques éléments de contexte en plus, jusqu'à ce que ça marche. Mais il cherche plus à comprendre. Et dans l'article, il disait, je pense que malgré mes 12 ans d'expérience, je suis en train de devenir un moins bon développeur à cause de l'IA. J'ai vu plusieurs articles de ce type-là récemment, c'est pas le seul à faire ce constat. Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'on va pas devoir devenir 10 fois plus performant grâce aux IA, on va devenir 10 fois plus dépendant. Et j'ai bien aimé le titre de son article où il disait on est en train de créer une génération de développeurs illettrés. Ça reflète un petit peu ce qui me fait peur. Alors il n'est pas le seul à faire quelques critiques. Il y a aussi Thoughtworks. Thoughtworks, ça vous parle peut-être, c'est la boîte qui emploie par exemple Martin Fowler. Martin Fowler, donc pour les crafters, c'est un des auteurs du Manifeste Agile, c'est l'auteur du livre Refactoring, etc. Et donc Thoughtworks, c'est une grosse boîte de consulting, ils sont plus de 12 000, et tous les trimestres, ils publient un radar technologique. Donc c'est un document, c'est une sorte de retour d'expérience, on va dire, où tous leurs consultants font des retours d'expérience et ils en déduisent des préconisations. Ils vous disent, tel techno, tel langage, telle méthodologie, il faut l'utiliser, on vous recommande d'y aller, c'est bon, c'est efficace, c'est stable, etc. Tel autre, c'est à surveiller, ça démarre, ça pourrait être pas mal, vous pouvez commencer à tester peut-être. Celle-là, elle est en perte de vitesse, et puis cette dernière-là, il faudrait arrêter de l'utiliser, c'est complètement dépassé, arrêter avec ça. Et donc ils évaluent, je sais pas, peut-être au moins une centaine de technos et d'outils dans chaque document, et puis ça évolue comme ça tous les trimestres. Vous pouvez voir la progression d'un truc où ils disent faut le surveiller jusqu'à quelques années après, des fois, là ça y est, allez-y, utilisez ça en prod. Où on voit aussi les courbes descendantes. Donc évidemment, dans les derniers rapports, comme tout le monde, ils parlent un peu d'IA. Et donc la première chose, c'est quelque chose que moi j'ai déjà entendu, c'est j'ai l'impression de faire du pair programming toute la journée quand j'utilise une IA. Voilà, c'est mon collègue pour faire du pair programming.
Donc eux, ils disent attention, on vous recommande pas de faire ça, en tout cas pas de le voir comme ça, parce que programmer avec un assistant, c'est pas équivalent à faire du pair programming, ça n'a pas les mêmes avantages. Ce qu'ils entendent par là, c'est il n'y a pas les avantages que procure le pair programming, comme le sentiment de la propriété collective du code, donc un des principes de l'extrême programming. Hein. On dit bon, il n'y a pas une partie du code, chaque développeur doit se sentir propriétaire de l'ensemble de la base de code et pas juste d'une partie. Il n'y a pas de diffusion des connaissances, ça c'est le plus gênant de mon point de vue, où quand on fait du pair programming, on échange des connaissances entre développeurs, là c'est terminé, comme je vous l'ai dit, c'est même l'inverse qui se produit, on apprend peu, et puis il n'y a pas non plus de réduction du travail en cours. Donc ça c'est, si vous faites du Kanban, ça va vous parler, donc c'est issu de la théorie des contraintes, qui nous dit que pour être plus performant, il faut mieux limiter le nombre de sujets sur lesquels on travaille à un instant donné. Donc si chaque développeur bosse avec une IA, plutôt que de faire du pair ou encore mieux du mob programming, il y a plus de sujets qui sont traités en parallèle par l'équipe, et donc globalement, elle est un peu moins performante. Donc ils disent voilà, attention, c'est pas, on vous conseille pas de remplacer les séances de pair programming par des séances avec une IA. Il parle aussi de génération de code, et là encore, c'est un retour d'expérience de ce que constatent sur le terrain les consultants de Thoughtworks. Ils disent la génération de code, faites attention. Ce qu'on constate, c'est qu'au bout d'un moment, il y a une certaine lassitude qui s'installe. Les développeurs en ont un peu marre de relire le code généré et acceptent de plus en plus vite, sans prendre le temps de regarder s'il est correct ou pas, le code généré. Donc ils parlent de complaisance vis-à-vis de ce code. Donc là, ils sont vraiment méfiants par rapport à ça. Il y en a d'autres des chercheurs qui ont constaté un peu la même chose. Hein. Ils ont mené une étude et puis ils ont constaté à peu près la même chose que ce que nous racontent Thoughtworks et Namanier et d'autres. Donc il y a une étude qui dit attention, si vous utilisez l'IA, mais alors, en général, pas seulement pour coder, hein, ça peut mener à une dépendance excessive, à une réduction de l'esprit critique et à l'incapacité à résoudre les problèmes sans IA. Là où c'est amusant, c'est que l'étude en question, elle vient de chez Microsoft. Donc, Microsoft, vous le savez, c'est un des gros promoteurs de l'IA aujourd'hui. C'est eux, par exemple, qui ont investi des milliards dans OpenAI. Les serveurs d'OpenAI, c'était en fait des serveurs Azure. Hein. Voilà. Moi, ça me fait sourire, ce genre d'études. C'est assez amusant, assez ironique. Donc voilà les conséquences que ça peut avoir en tant que développeur. Donc je ne sais pas si vous êtes fan de l'utilisation de l'IA quand vous développez, mais moi ça me donne pas envie quand je lis tout ça. Sachant, comme vous l'avez vu, hein, que c'est à chaque fois des retours d'expérience, des études scientifiques, pas des choses que j'ai sorties de mon chapeau. Mais il y a d'autres problèmes qui sont beaucoup plus gênants que tous ceux que je vous ai exposés pour l'instant. À part peut-être le problème climatique. Il y a des gros problèmes éthiques liés à l'utilisation des IA génératives. Avant de vous les détailler, je vais vous donner quelques éléments de contexte qui vont vous permettre de comprendre ce qui amène les problèmes ensuite. Dans la Silicon Valley, il y a des idéologies qui sont très en vogue parmi les grands patrons de la tech. La première d'entre elles, c'est le transhumanisme. Donc le transhumanisme, ça a été imaginé par un philosophe américain dans les années 80. Donc c'est une philosophie de vie qui dit on devrait dépasser nos capacités de simples humains normaux
en nous améliorant, par exemple, avec des intelligences artificielles, avec des implants neuronaux, coucou Elon Musk, avec de la réalité virtuelle, coucou Zuckerberg, hein, avec des colonies dans l'espace, donc ça c'est le délire de Bezos, etc. Et donc dans les gens qui sont fans de ce genre de transhumanisme, en tout cas dans les gens qui sont fans de transhumanisme, vous trouvez par exemple Sergey Brin et Larry Page, fondateurs de Google, Zuckerberg, Bezos, Sam Altman, le patron d'OpenAI, Elon Musk, forcément, voilà. Et tous ces gens-là, donc, ils sont aussi adeptes de la théorie politique, on va dire, que c'est devenu aujourd'hui, le transhumanisme. C'est une théorie qui dit que, en fait, l'avenir de l'humanité devrait se décider dans les labos de recherche de la Silicon Valley et sans aucune régulation. Une autre caractéristique des eugénistes, des transhumanistes, c'est qu'ils sont, comment dire, ils sont eugénistes. Voilà, je vais le dire comme ça. Je me mélange un peu les pinceaux. Donc l'eugénisme, en gros, c'est dire que tout le monde n'a pas la même valeur en fonction de son ethnie ou de sa classe sociale. Il y a des gens qui sont plus importants que les autres. Je vous laisse deviner qui est qui dans cette histoire. Une deuxième philosophie dont ils sont adeptes, c'est le long-termisme. Alors celle-là, moi, elle me paraît complètement délirante. Je pourrais à peu près comprendre la première, mais alors le long-termisme, c'est l'idée que ce qui a de l'importance, c'est pas les problèmes qu'on a aujourd'hui, genre les inégalités sociales ou le changement climatique. Ce qui est important, c'est que nos lointains descendants, ceux qui vont vivre dans 10 000 ans, soient bien. Ils vivent heureux, que tout soit bien pour eux. Donc là encore, ces gens-là sont adeptes du long-termisme. Et ils sont aussi, pour beaucoup d'entre eux, des adeptes de l'altruisme efficace. Donc les altruistes efficaces, ce sont des gens qui ont pour but de gagner énormément d'argent, peu importe les moyens, et si ils donnent 10% de ce qu'ils gagnent à une ONG, ils vont pouvoir dire qu'ils font du bien. Donc par exemple, ça permet à quelqu'un de faire fortune dans les énergies fossiles, et puis de donner 10% à une asso écolo, je ne sais pas laquelle, et de se prétendre écolo, dire voilà, nous, il n'y a aucun souci avec notre activité, tout va bien. Donc l'altruisme efficace, on retrouve là encore des grands patrons de l'IA, par exemple le patron de DeepMind, ou il y en a plein au conseil d'administration d'OpenAI, etc. C'est un mouvement qui est porté par deux associations. Il y en a une des deux qui s'appelle 80,000 Hours. Le dirigeant de cette association, en 2015, c'était un certain Sam Altman, patron d'OpenAI. Et alors, juste pour la blague, hein, ils ont trouvé que l'association à laquelle c'était le plus pertinent de donner, c'était 80,000 Hours, justement. Ça tombe bien. Hein. Donc voilà le genre la mentalité de ces gens. Ils sont dans des délires complets. C'est vous qui avez mis ces questions. Pardon ? Vous avez mis une citation, enfin... Oui, alors j'en reparlerai à la fin de ça. Mais effectivement, c'est le livre d'un journaliste québécois qui s'appelle Thibaut Prévost, qui s'appelle Les prophètes de l'IA. Si vous voulez vous renseigner là-dessus, c'est une toute petite partie de ce qu'il raconte dans le bouquin. Alors, maintenant que j'ai posé ce contexte, je vais vous mentionner quelques-uns des problèmes éthiques que pose l'utilisation et l'entraînement des IA aujourd'hui. Le premier problème, je pense que vous en êtes tous conscients, c'est le pillage systématique
qui a été opéré pour entraîner les moteurs d'IA aujourd'hui. Donc il n'y a absolument aucun respect de la propriété intellectuelle, que ce soit pour le code par exemple, où tout le contenu de tous les projets open source de la planète a été utilisé pour entraîner des IA, peu importe la licence. C'est des livres dont le contenu a été scanné. Les sites web, on vous a pas demandé si le contenu de votre site ou le contenu, ce que vous avez posté sur les réseaux sociaux, etc., pouvait être utilisé ou pas. En général, on vous l'a pas demandé et ça a été utilisé et recraché des fois texto. Donc ça pose des problèmes. L'un des problèmes, c'est par exemple, il est déjà visible aujourd'hui, les artistes, des designers, des graphistes, qui ont beaucoup plus de mal à trouver du boulot parce que les gens vont utiliser des IA qui se basent sur leur propre travail. Moi, un truc qui me dérange, c'est que c'est à double... comment dire, c'est vraiment 2 poids, 2 mesures. Si on prend l'exemple de Facebook, il y a un lanceur d'alerte, on va dire, quelqu'un de chez Facebook qui dit attention, on a téléchargé 80 téraoctets de livres de façon illégale pour entraîner notre IA. Et personne ne les embête avec ça. Ils n'ont pas de gros soucis avec la justice aujourd'hui. Si on remonte à 2011, en 2011, il y avait le procureur des États-Unis qui poursuivait un gars qui est assez connu, qui s'appelle Aaron Swartz, ou plutôt qui s'appelait Aaron Swartz. Donc il était poursuivi parce qu'il avait téléchargé 70 gigas, donc 1000 fois moins, 70 gigas d'articles scientifiques. Articles qui sont payés, qui sont le résultat d'études payées par de l'argent public. Donc des articles qui devraient être disponible publiquement. Et c'était son but à lui, c'était de rendre ça disponible à tout le monde. Comment dire, les gens derrière le site web qui hébergeaient ces articles ont laissé tomber, ils n'ont pas souhaité le poursuivre. Le procureur des États-Unis, lui, a souhaité le poursuivre et le menaçait de 35 ans de prison et $1 million d'amende. Bon, il n'a pas supporté, il s'est suicidé. Voilà. Donc il y a vraiment 2 poids, 2 mesures entre ces gens qui pillent absolument tout et puis les particuliers qui se font poursuivre pour des trucs bien moindres. Alors il y a quelques réactions, mais c'est pas le cas de tout le monde ne peut pas réagir à ça. Il y a Aurélie, par exemple, qui vient d'attaquer OpenAI en justice en disant vous avez piraté le contenu de nos bouquins, on en a la preuve. Donc je ne sais plus exactement comment ils l'ont démontré, mais c'était assez flagrant. Alors là où c'était très drôle, c'était au mois de janvier. Ça a fait sourire beaucoup de monde. Au mois de janvier, il y a DeepSeek, donc un concurrent d'OpenAI, basé en Chine, qui a sorti son moteur d'IA, lui aussi. Et là, il y a Sam Altman qui les a agressés verbalement en disant mais vous avez violé notre propriété intellectuelle. Mais bon, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. Une question moi, que je me pose, mais là, c'est vraiment une question, j'ai pas de réponse. Je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de réactions côté open source. Et je me demande si les mainteneurs de projets open source vont continuer longtemps à créer des projets comme ça, alors qu'ils savent que derrière, il y a des gens qui exploitent leurs projets en ne respectant absolument pas les licences. C'est une pure question, j'ai pas vu d'article ou quoi que ce soit là-dessus. Voilà, donc ça c'est sur la partie propriété intellectuelle. Alors vous l'avez peut-être entendu, il y a certaines personnes, notamment chez Microsoft, c'est le discours que tient Brad Smith, qui est un des dirigeants de Microsoft par exemple, nous dit grâce aux IA, on va trouver des solutions au changement climatique. Donc ça c'est génial, je demande pas mieux, ce serait vraiment super. Bon, sauf qu'il y a quelqu'un de chez Microsoft aussi, qui s'appelle Holly Alpine, qui a dit non mais arrêtez quoi, c'est de l'hypocrisie, vous foutez de nous. Vous avez passé un deal avec ExxonMobil et Exxon et vous leur avez signé un contrat en disant que grâce aux IA ils allaient
extraire 50 000 barils de pétrole supplémentaires tous les jours. Donc votre discours sur la solution au changement climatique, on va peut-être arrêter, c'est n'importe quoi. Donc tout ça, ça va finir en justice, bien sûr. Qui ne connaît pas le concept d'intelligence artificielle générale? Alors il y a quelques mains qui se lèvent. Donc l'intelligence artificielle générale, alors il y a plusieurs définitions. Moi je vais vous donner celle qui me paraît la plus évidente et la plus simple à comprendre. Ce serait une IA qui aurait les capacités d'un cerveau humain, qui pourrait réfléchir à tous les sujets comme le fait un humain. Et donc c'est quelque chose qu'on nous promet aujourd'hui. C'est la mission d'OpenAI. OpenAI a été fondée pour créer une intelligence artificielle générale. C'est la mission des gens qui bossent pour OpenAI, qui sont convaincus qu'ils sont là pour ça. Et donc, ce qui est amusant, c'est que c'est pas un concept nouveau. En fait, on en a déjà entendu parler plus d'une fois. On en entend parler depuis les années 50, en gros. À chaque fois qu'il y a une avancée significative dans le domaine de l'IA, on nous dit l'intelligence artificielle générale, c'est pour demain. On l'a entendu, par exemple, en 97, quand Garry Kasparov, qui était champion du monde d'échecs, a été battu par Deep Blue, un programme de chez IBM. On nous a dit, ouais, ça y est, vous allez demain être remplacé par des ordinateurs, par des programmes, par des IA. Et on a entendu ça à chaque fois quand Lee Sedol a été battu par AlphaGo, par exemple, ou des choses comme ça. Et à chaque fois, il y a eu une période de désillusion après une période d'euphorie. Et ces périodes, on leur a même donné un nom, comme c'était récurrent. On appelle ça les hivers de l'IA. Donc moi, j'attends le prochain hiver, je pense qu'il va pas tarder. Vous allez voir pourquoi. Winter is coming. Alors, Sam Altman a dit devant des politiciens américains, il leur a dit, bon, ça va coûter un peu cher, entre 5 et 7 000 milliards de dollars. Alors, il y a aussi, alors là, je n'ai pas recherché la référence, mais des gens qui expliquent que ça va consommer tellement d'énergie qu'il faudrait y consacrer toute l'énergie produite sur la planète aujourd'hui. Ça va peut-être poser des problèmes. On va plus avoir de lumière, plus d'électricité pour alimenter nos ordinateurs, et votre frigo, et j'en passe, et des meilleurs. Donc c'est quand même peut-être pas si évident que ça. On n'est peut-être pas près de l'avoir. Alors il y a des gens qui y croient, dur comme fer, d'autres qui sont un peu plus sceptiques, un peu plus prudents. Par exemple, Yann Lequin, qui est le patron de l'IA chez Facebook. Alors Yann Lequin, c'est un Français, vous connaissez peut-être de nom. C'est pas n'importe qui dans le domaine de l'IA, parce que c'est lui qui a inventé les algorithmes sur lesquels sont basés les LLM aujourd'hui, ou les algorithmes qui servent par exemple pour la reconnaissance d'images. Donc c'est vraiment une pointure dans le domaine. Lui il dit, bon, dans quelques années, ouais, pour au moins une décennie, il est un peu plus prudent. Et il y en a d'autres qui disent carrément, non, en fait ça n'arrivera jamais. Par exemple, Luc Julia. Luc Julia, c'est quelqu'un qui est dans l'IA depuis 30 ans. C'était le patron de Siri, bossait pour Apple. Aujourd'hui, c'est le patron de l'IA chez Renault, pareil. Donc lui, il est convaincu qu'on n'arrivera pas à faire d'IA générale. Des IA spécialisées, oui, des IA générales, non. Alors pourquoi est-ce que Sam Altman va raconter ça, par exemple, devant les sénateurs américains? Pourquoi il est allé leur dire, on va créer des intelligences artificielles générales et donc il faut absolument que vous réguliez notre industrie. Parce que on va faire un truc qui est tellement puissant que ça peut être le meilleur comme le pire pour l'humanité. Donc régulez notre industrie, s'il vous plaît, messieurs. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu un politicien, un industriel aller réclamer plus de régulation. Moi, j'ai jamais vu ça ailleurs, c'est quand même assez surprenant. Lui, Sam Altman, il allait réclamer ça. En fait, c'est de la manipulation. L'idée, c'est de faire comprendre aux politiciens, américains en tout cas, que
Ils sont sur le point de faire quelque chose d'absolument révolutionnaire et super compliqué. Il n'y a qu'eux qui comprennent ça. Et donc finalement, les mieux placés pour définir la régulation, ça serait eux-mêmes. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui s'est passé en Europe, hein, avec l'AI Act, donc il y a une loi européenne qui régule. Elle a été un peu détricotée. Il y a quelqu'un de chez Mistral qui disait bon, c'est bon, on n'aura aucun problème à l'appliquer, l'AI Act. Le lobbying a bien fait son travail. Donc finalement, quand Sam Altman nous raconte tout ça, c'est juste une escroquerie, hein. Le but, c'est de manipuler les politiciens pour pas être embêtés par des régulations, et de faire briller les yeux des investisseurs qui se disent génial, je vais gagner plein de pognon. Et ça marche. Puisque bon, OpenAI est valorisé 300 milliards, hein, et puis en ce moment même, dans la loi qui est examinée par les sénateurs américains, donc pour le prochain budget, donc il y a des choses qui concernent la santé dont on parle beaucoup, Medicaid, qui est un sujet de discorde même au sein du camp républicain, quoi. Ils sont pas tous d'accord sur le fait de couper l'aide médicale aux gens les plus pauvres. Mais il y a aussi autre chose. Il y a une loi qui dit, une proposition de loi qui dit que les États américains n'auraient plus le droit pendant 10 ans d'imposer la moindre régulation à tout ce qui est technologique. Voilà. Et en particulier aux IA. Donc si ça passe, ça va être beau. Par exemple, plus le droit pour la Californie a prévu en 2026 une loi qui dit que les gens qui publient des IA devront indiquer en clair les données qui ont permis d'entraîner le moteur. Donc ça passera à la trappe. Tout ce qui est respect du copyright aussi, on passe. Alors, il y a quand même des gens qui ça commence à inquiéter, hein, quand ces histoires de valorisation excessive, l'euphorie générale, la sous-estimation des risques, les valorisations excessives. Donc je vous disais OpenAI qui est valorisé 300 milliards alors que c'est une boîte qui perd, je crois que c'est 5 milliards par an, avec certains qui disent mais en fait OpenAI ça peut pas être rentable, c'est juste impossible, parce que qu'est-ce qui fait qu'une start-up réussit? C'est quand vous avez des coûts qui sont pas proportionnels au nombre d'utilisateurs. Vous avez un coût initial, puis après, les utilisateurs peuvent se multiplier. Ce coût initial, il change pas trop. Avec OpenAI, les coûts aujourd'hui, c'est des coûts d'infrastructure. Et ceux-là, ils sont directement proportionnels. Plus il y a de gens à faire des requêtes au moteur OpenAI, et plus il faut de machines derrière, plus il faut de GPU, plus ça coûte cher. Et aujourd'hui, quand vous faites une requête à ChatGPT, OpenAI perd de l'argent, même si vous avez pris un abonnement payant. Donc tout ça, ça fait dire que ça peut pas être rentable, c'est juste impossible. Je sais pas, l'avenir le dira. Et donc il y a vraiment des similitudes avec ce qui s'est passé au tout début des années 2000, avec l'éclatement de la bulle Internet, et ça pourrait arriver prochainement. Bon là, c'est le point qui, moi, me fera pas pleurer, vous avez compris. Un point que je trouve beaucoup plus gênant, c'est celui-là. Donc il y a quelqu'un qui dit, donc la vidéo est disponible sur x.com, qui a dit, en fait, on pourrait mettre, grâce aux IA, on pourrait mettre en place un système qui va surveiller absolument toute la population américaine et puis attribuer des bons points ou pas. Ça rappelle furieusement ce qui se passe en Chine avec le système de crédit social. Donc on va amener les gens à se comporter mieux. Donc la personne qui a dit ça, donc c'était je crois au mois de septembre dernier, c'est le patron d'Oracle. Et le patron d'Oracle, il se trouve que c'est à lui que Donald Trump a confié la direction du projet Stargate. 500 milliards d'investissements dans l'IA dans les prochaines années. Donc voilà ce que lui veut en faire. Alors les États-Unis, c'est déjà pas top en ce moment. J'ai peur que ça devienne un pays assez
comment dire, qu'il faudra éviter. Et tout ça, c'est pas le pire. J'ai presque fini. Voilà le dernier point, et c'est celui qui, moi, m'a choqué le plus. En fait, de façon peut-être assez naïve, jusqu'à il y a quelques mois, je pensais que l'entraînement d'une IA, je ne m'étais pas intéressé au sujet, je pensais que cet entraînement, c'était un truc automatique. C'était des programmes qu'on faisait tourner et qui s'amélioraient d'eux-mêmes. Je sais pas, comme je vous dis, j'étais sans doute un peu naïf. Et je me suis rendu compte que, bah non, en fait, c'est pas vrai du tout. L'entraînement, c'est une grande partie d'humain. Il y a beaucoup de petites mains derrière, des gens qui, par exemple, se voient présenter des textes. On leur dit tiens, pour faire du béton, voilà une façon de faire, voilà une deuxième, laquelle est la meilleure. Alors c'est pas forcément des spécialistes du béton, mais ils vont cliquer un texte ou l'autre. Et ça marche parce qu'on n'interroge pas une seule personne, on en interroge peut-être 1000 ou 10 000 sur ce sujet. Et on fait pareil avec des images, on va leur demander de taguer des images, taguer des vidéos, etc., etc. La Banque mondiale estime qu'il y avait en 2023 entre 150 et 430 millions de data workers. Donc c'est très flou parce que la croyance que j'avais, elle arrange beaucoup de monde. Enfin, en tout cas, elle arrange les big tech, les patrons de la big tech. Ils n'ont pas envie que ça se sache trop. Google a quand même dit qu'il pensait que d'ici la fin de la décennie, il faudrait 1 milliard de personnes pour entraîner les IA. Ça paraît complètement délirant, mais ils ont dit ça. Hein. Imaginez un 1/8 de la planète qui serait dédié à ça. Et bon, à la limite, pourquoi pas? Mais ce qui est gênant, c'est que ces data workers sont exploités. Déjà, en général, ils ne sont pas pris au hasard, ils sont pour la plupart dans des pays très pauvres, des pays en crise, et où alors ça peut être, parfois ils sont dans des pays plus riches. Hein. J'ai vu des prisonniers en Finlande, par exemple. Mais c'est des gens qui sont dans des situations financières extrêmement difficiles, et on va les payer au lance-pierre. Même pour les pays où ils sont mal payés. Donc ils n'ont absolument aucun moyen, grâce à ces revenus, de sortir de leur situation de pauvreté. Et on va leur confier des travaux qui peuvent être très très pénibles. Un exemple, c'est une jeune femme qui montrait les vidéos sur lesquelles elle travaillait. C'était des vidéos qui étaient prises à l'intérieur de l'habitacle d'une voiture, on filmait le conducteur, et elle, son job, c'était de regarder ces vidéos et de dire, à ce moment-là, il a eu une perte d'attention. Donc ça voulait dire qu'elle-même, elle devait être super concentrée en permanence pour pouvoir identifier que le gars, ah là, il a eu les yeux qui se sont fermés, il a piqué un peu du nez ou je ne sais quoi. Et elle faisait ça 10 heures par jour, 6 jours par semaine, pour quelque chose comme 60 € pour la semaine, $60 pour la semaine. Donc vraiment, payer au ras des pâquerettes, c'est de l'exploitation. Et ça encore, ça peut aller. Parce qu'il y a bien pire. En fait, quand vous utilisez une IA, si vous lui dites tiens, ChatGPT, dis-moi comment faire une bombe. ChatGPT va vous dire non, ça, il n'y a pas le droit, c'est interdit. Alors pour qu'il puisse vous dire que c'est interdit, il a fallu qu'il soit entraîné dans ce but-là. Et comment est-ce qu'ils entraînent les IA dans ce cadre précis? Ils prennent des contenus absolument abominables, donc ils vont les chercher sur le dark web, et ils les confient à des gens, alors là c'était des gens dans un pays africain, qui témoignaient masqués, ou un peu comme moi. Mais pas pour les mêmes raisons, heureusement. Et donc, on leur faisait voir, à ces gens-là, on leur fait voir toute la journée des images de torture, de meurtres, de viols, des viols d'enfants, des choses comme ça. Des images, donc, des vidéos et autres, qui viennent du dark web, et qu'ils étaient obligés, là encore, de taguer. Donc, un des gars qui était interviewé dans le reportage que je regardais disait, tous les gens
de mon service souffre de stress post-traumatique. J'ai demandé à notre responsable d'avoir des séances de soutien psychologique, 1 heure par semaine. Et il a répondu: ah non, on va pas tenir nos objectifs si vous faites ça. Et si les gens en question témoignaient douter ou le visage était masqué ou autre, c'est parce qu'ils ont l'interdiction absolue par leurs employeurs de faire ça, de témoigner. Et quand je dis l'interdiction absolue, il y a une des personnes qui disait: je peux pas vous parler, je peux pas vous dire pour qui je travaillais, je risque 10 ans de prison. C'est ça qui est écrit dans le NDA. Donc vous avez peut-être signé des NDA avec vos employeurs, c'est normal. Mais il n'y a pas des clauses complètement délirantes comme si tu parles de quelque chose, on te met en prison pendant 10 ans, quoi. C'est complètement hallucinant. Et bien sûr, si jamais ils essayent de se défendre d'une manière ou d'une autre, par exemple créer ou rejoindre un syndicat, c'est la porte immédiatement. Donc voilà, donc on pourrit la vie des gens juste pour que certains puissent générer des images délirantes, je ne sais pas quoi. Donc là, moi, c'est l'aspect qui m'a vraiment dérangé le plus dans tout ça. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, la source, c'est ce reportage qui a été le déclic pour moi. La source, c'est un reportage qui est dispo encore 1 mois sur France TV en replay. Vous pouvez le regarder gratuitement. Je vous invite vraiment à le faire, c'est révélateur. Alors en conclusion, donc si je récapitule un petit peu ce que je vous ai dit, il y a un gros problème environnemental. Le web ouvert est carrément mis en danger par les crawlers d'IA. En tant que développeur, avec tout ce que je vous ai dit, vous vous rendez compte qu'il y a un vrai risque d'avoir des problèmes en prod et de devenir moins performant dans son métier, tout simplement. Il y a un gros problème de propriété intellectuelle qu'on a vu. Il y a aussi le risque de la mise en place d'une société de surveillance aux États-Unis, mais aussi ailleurs. Ça ne va pas s'arrêter là. Et puis, il y a ce gros problème d'exploitation des gens qui entraînent les moteurs. Alors, j'aurais pu parler aussi des problèmes de sécurité, il y en a pas mal, mais bon, ça m'amènerait un petit peu loin. Mais il y a aussi donc des problèmes quand on utilise les IA, on peut faire en sorte qu'elles génèrent du code malveillant. Alors un truc qui se passe par exemple en ce moment, comme les LLM hallucinent, il y en a qui ont remarqué qu'ils généraient des noms de package inexistants. Et que ces noms de package revenaient de façon assez régulière. C'était un peu toujours les mêmes qui ressortaient. Et donc il y a des petits malins qui se sont dit, on va créer le package qui porte ce nom. Et du coup, il sera téléchargé, il sera installé et exécuté quand l'IA va halluciner. Et donc, si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous retrouver avec ce genre de package malveillant, qui derrière font tout et n'importe quoi. Vous passez des merdes. Alors, pour terminer, je voudrais vous parler un petit peu de l'avenir. Donc, il y a un certain nombre de gens, comme Yann Lequin, par exemple, qui nous dit les LLM, c'est déjà dépassé. Dans quelques années, on va avoir beaucoup mieux. Ce qu'on va voir arriver, c'est notamment les Large Concept Models. En fait, les LLM, vous devez connaître le principe, c'est statistique. Ils essaient de prédire le prochain mot qui a le plus de chances d'apparaître après un mot N. Voilà, ils prédisent quel est le mot N plus 1 le plus probable. C'est comme ça que ça marche, en gros, de façon schématique. Les Large Concept Models, eux, ils raisonnent au niveau de la phrase. Et ils sont capables de comprendre les relations entre deux concepts voir qui sont associés. Donc c'est super, ça va corriger plein de problèmes des LLM. On va pouvoir combiner les deux parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes avantages les uns que les autres. Mais malheureusement, les LCM ont les mêmes inconvénients que les LLM. Notamment, l'impact environnemental, ça va être encore pire parce que ça demande encore plus d'énergie, et ainsi de suite. Alors, il y a peut-être quand même, de mon point de vue, quelques bonnes nouvelles. Microsoft et Amazon ont annoncé récemment qu'ils levaient un peu le pied sur les
sur les investissements dans les data centers. Il y a peut-être un frémissement, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Je vous parlais de la bulle qui allait éclater, c'est peut-être un signe avant-coureur. Vous avez peut-être entendu parler aussi de Klarna. Klarna, c'est une boîte suédoise qui fait des paiements en plusieurs fois. Ils avaient fait beaucoup de buzz au début de l'année dernière en disant on veut devenir une sorte de cobaye pour OpenAI. On va virer absolument tous nos salariés qui font le support client et on va les remplacer par des IA et c'est génial, on a économisé énormément, on va devenir rentable grâce à ça, etc. Bon, pas de bol, ils perdent encore de l'argent et puis ils viennent d'annoncer là que non, finalement, ils allaient embaucher à nouveau. Ça marche pas si bien que ça. Donc ça corrèle, ça va un petit peu dans le sens de ce que je vous disais, les promesses sont loin d'être tenues. Et donc moi, ce que je vous recommanderais, alors je vais pas vous dire arrêtez absolument d'utiliser des IA, mais globalement, je pense qu'il faudrait aujourd'hui les limiter aux usages qui ont vraiment du sens, qui prouvent vraiment un intérêt. Générer des images absurdes, ça n'a aucun sens, ça sert à rien et à personne. Il y a peut-être quelques usages dans le domaine médical, par exemple, pour identifier des cancers ou des nouvelles molécules pour des médicaments, où là, ça a du sens. Mais je pense que pour 90% d'entre eux, on devrait s'en passer. 90% des usages. Voilà, j'en ai terminé là. Si vous voulez aller un peu plus loin, donc il y a ce reportage que je vous recommande et ce livre. Donc le reportage, lui, va traiter essentiellement des aspects humains, l'exploitation des data workers et un peu, il y a une dernière partie sur l'aspect idéologie, transhumanisme, etc. Les prophètes de l'IA, c'est plutôt l'inverse, hein, mais les deux sont vraiment intéressants. Je publierai les slides, dedans il y aura tous les liens de toutes les sources que j'ai citées, il y a toutes les URL, etc. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Déjà, merci. J'ai une petite question sur le traitement de l'eau pour le refroidissement. Je vois pas trop comment ça fonctionne, mais du coup, l'eau est visiblement dégradée, on peut plus en servir, j'imagine qu'elle chauffe. En fait, l'eau, quand tu la tires du robinet, elle part dans les égouts, ça part dans l'océan, etc. Il va falloir qu'elle s'évapore, c'est le cycle de l'eau. Il va falloir qu'elle s'évapore, qu'elle retombe sous forme de pluie, qu'elle retourne dans les nappes phréatiques, etc. Toute cette eau que pompent les data centers, ces millions de litres d'eau, ça fait autant d'eau en moins qui est disponible pour les humains. Parce que réutilisable derrière, c'est... pas directement, non. Okay. Elle est passée dans les machines et tout, et donc elle finit dans les égouts, en gros. Ok, donc même s'il y avait possibilité, il n'y a pas forcément de tentative à l'heure actuelle de réutiliser tout ça, quoi. J'ai l'impression que c'est pas... Enfin, si c'était faisable, ça aurait déjà été fait, quoi. Parce que c'est pas limité à l'informatique, au data center. L'industrie, en général, consomme énormément d'eau. Si on pouvait la réutiliser, on le ferait. On le fait pas aujourd'hui, donc c'est que ça pose des problèmes. Il y a quelque chose qui est pas faisable, apparemment, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. Ok, merci. Oui, ça concerne aussi l'eau. Est-ce que ce sont des consommations journalières ou annuelles, les chiffres que tu as donnés? Ce que j'ai cité? Oui. Alors, il y avait un peu de tout, mais il y avait, de mémoire, le chiffre de 4 à 19 millions de litres par data center, c'était quotidien. Ce qui est monstrueux. On va vérifier, hein, si je dis pas de bêtises. Hop. Alors, on va y arriver. Voilà. Donc oui, c'est bien par jour, hein, entre 4 et 19 millions de litres par data center. Il faut voir que les data centers, c'est des usines, c'est énorme, hein, c'est colossal. On voit
J'ai vu quelques photos ou vidéos de la construction de data centers. On voit que c'est des bâtiments monstrueux. Quand tu mets 100 000 ou 200 000 GPU, data center, c'est une usine monstrueuse. Oui. On parle aussi pas mal de... C'est pas encore aussi, on va dire, développé que l'IA, mais de tout ce qui est ordinateur quantique. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui parlent de l'IA avec l'ordinateur quantique va régler certains de ces problèmes, un petit peu des promesses comme ça, ou ce genre de choses, ou c'est encore des choses... Alors, je n'ai pas rencontré le moindre article, je crois pas, qui mentionnait l'utilisation de l'IA avec les ordinateurs quantiques. Ça me dit rien. Donc, c'est pas un sujet mainstream en tout cas. Et même, bon, j'ai vu, comme vous en doutez, j'ai lu beaucoup de choses, mais j'ai rien vu passer là-dessus de mémoire. Est-ce que tu as vu passer des biais plus relatifs aux pays? Par exemple, entre les États-Unis ou la Chine, il y a différents biais, notamment, je pense aux voitures intelligentes, qui vont choisir d'épargner telle ou telle personne en fonction des probabilités de ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des biais comme ça qu'on a vu se développer dans les IA? Je sais pas si c'est des informations que tu as. Alors, il y a des biais, par exemple, donc je vous disais, Elon Musk, là, il a investi dans xAI pour des milliards. Ils ont créé un nouveau data center avec 100 000 GPU qui... tout ça pour faire tourner Grok, donc une IA qui parlait il y a très peu de temps à tout bout de champ, quelle que soit la question. Hein, vous pouviez lui demander, je sais pas moi, la recette pour faire un gâteau aux pommes ou des infos sur une maladie, et dans tous les cas, il vous parlait du génocide blanc, soi-disant génocide blanc en Afrique du Sud. Donc on ne sait pas trop. Donc ça, c'est un des délires d'Elon Musk. Hein. On ne sait pas si c'est volontaire. Est-ce que c'est des gens à l'intérieur de xAI qui ont fait en sorte que ces termes-là apparaissent dans des discussions qui n'avaient absolument aucun rapport avec le sujet, avec ce sujet-là, ou est-ce que c'est au contraire des gens de l'extérieur qui auraient pollué le moteur entre guillemets, qui l'auraient détourné pour qu'il raconte ce genre de délire. Donc ça a été corrigé, on voit plus ça, mais il y a eu ce genre de truc, ce genre de biais là pendant quelques temps. Après, il y a un autre exemple, là c'est délibéré, donc c'est DeepSeek, le moteur chinois. Si vous lui demandez de vous parler de ce qui s'est passé sur la place Tiananmen en 89, il va vous dire rien. Il n'y a rien eu, pourquoi? Voilà, donc il y a une censure clairement par le gouvernement chinois. Donc je pense que ça correspond à ce que tu dis. Ces biais là liés au pays d'origine, il y en a, oui. Merci. Ce qui m'a interpellée, c'est j'ai 3 enfants qui sont en études et dont certains en études en informatique numérique. Et donc, du coup, ce qui m'a interpellée, c'est l'histoire des juniors qui ne seront pas pour avoir des seniors, il faut des juniors. Et c'est ce qu'on leur dit aussi actuellement, c'est que certains domaines commencent à être bouchés, que les entreprises préfèrent faire tourner des IA plutôt que prendre des stagiaires, enfin tout un tas de choses comme ça. Et donc, pour devenir, avant d'être seniors, ils aimeraient sortir de leur école, faire des stages, arriver au stage de fin d'études que tout le monde veut prendre en stage. Mais du coup, aujourd'hui, c'est un peu bouché. Donc, quelle est la vraie réalité de ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est temporaire? Quelles sont les pistes pour ces jeunes? Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce que les formations sont pas adaptées ou sont temporairement pas adaptées en un sursaut? Enfin, qu'est-ce qui se passe Alors malheureusement, je suis comme toi, je me pose des questions aussi. J'ai un
Mon dernier fils là qui va entamer des études supérieures au mois de septembre et en informatique. Et donc je me pose vraiment des questions. Je ne sais pas quel va être l'avenir. Je vois que j'ai un autre fils qui a eu énormément de mal à trouver du boulot, même juste une alternance en tant que junior là, ces derniers mois. C'est vraiment pas simple. Bon, malheureusement, je ne sais pas. J'ai des idées, des convictions, mais c'est comme, je crois que c'est un proverbe suédois qui dit les prédictions, c'est pas facile, surtout quand ça concerne le futur. Et donc moi, je pense que l'IA, on va connaître, on arrive au début de la désillusion. On voit par exemple avec Klarna qui recommence à embaucher après avoir licencié énormément de monde. Je pense qu'au niveau du développement logiciel, c'est pareil, il va y avoir une grosse désillusion dans quelques temps. Il y a déjà un certain nombre de retours d'expérience qui sont pas du tout positifs. Maintenant, il y a une naïveté de beaucoup de dirigeants ou de décideurs politiques, de dirigeants d'entreprises, qui croient encore à ce discours en se disant, on leur dit, bah, vous allez faire des économies, etc. Mais la réalité, d'après ce que je peux voir, et pas seulement en informatique, dans de nombreux domaines, j'ai vu beaucoup de choses où ils disent, mais au final, les gains de productivité qu'on attend, ils sont pas là. Donc on va changer peut-être la façon de travailler dans certains cas, mais on gagne pas tellement en productivité. Et donc j'imagine que dans les 2-3 ans qui viennent, la hype va être passée. Donc la courbe de la hype là, du Gartner Group, hein. C'est Gartner ou oui, bon, peu importe. Mais bref, là on est en gros au sommet, et bientôt ça va se casser la figure. Et dans quelques années, on va réduire un peu l'usage des IA. On va le réduire aux usages pertinents, je l'espère, quoi. Voilà. Donc pour les jeunes, je pense que c'est temporaire. Le marché est extrêmement difficile pour eux, alors pour plein de raisons, et qui sont pas toutes liées à l'IA. Hein. Il y a le contexte politique, économique, etc., qui est difficile depuis 2 ans. J'imagine que dans 2 ans, je l'espère, on sera revenu un petit peu sur Terre, qu'on aura un point de vue un petit peu plus réaliste sur les IA. Je me fais pas d'illusions quant à la prise en compte des problèmes, qu'ils soient climatiques ou même éthiques. Là, j'ai aucune illusion là-dessus. Je pense que il n'y aura pas d'amélioration de ce côté-là, malheureusement. Mais sur les usages, je pense que ils vont venir un petit peu sur Terre. Et, quand il y aura eu beaucoup de gros problèmes en production, ou des choses comme ça va peut-être freiner quelques-uns d'utiliser ça. Et alors moi, je sais que pour mes fils, je leur dis attention, puisque j'en ai 2 qui étudient l'informatique ou qui vont l'étudier bientôt. Je leur dis apprenez à faire sans les IA, parce que sinon vous n'apprendrez rien. Peut-être qu'après, de toute façon, ils vont devoir s'y mettre un jour ou l'autre, probablement. Mais s'ils apprennent pas avec, à faire sans, ils sauront rien faire. Et je lisais un article il y a quelques jours aussi d'une dame qui disait ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui sauront faire sans, justement, parce qu'eux, ils comprennent vraiment ce qu'il y a. Et le vrai, c'est eux qui réussiront plus tard. Ouais, bon. Tout ça, c'est peut-être des souhaits. Hein. Je suis certainement biaisé dans ce que je raconte, mais voilà ce que je pense, ce que j'ai envie de croire. Ouais. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là et on va aller boire un pot.